Bonsoir à tous, nous sommes lundi, il est 19h, bienvenue dans LFNA TV, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du football en Nouvelle-Aquitaine. Gros programme ce lundi avec les résultats, les classements, nos résumés et nos reportages. On va vous proposer le dossier du jour consacré à la construction de nouveaux terrains synthétiques en Nouvelle-Aquitaine. On écoutera notamment le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi, à ce sujet. Et puis, on parlera de deux clubs, le FC Lajari et l'Étoile sportive d'Audange, avec des invités des deux clubs, notamment la capitaine de la section féminine qui vient d'être créée du côté d'Audange. On va encore se régaler ce soir. Restez avec nous, LFNA TV numéro 76, c'est parti. Et on débute comme promis avec le dossier de la semaine, un dossier qui concerne la nécessité de construire de nouveaux terrains synthétiques en Nouvelle-Aquitaine. Le président de la LFNA, Saïd Njimi, était en déplacement jeudi dernier à La Rochelle et dans l'agglomération pour rencontrer les acteurs locaux, notamment du côté de Périgny et de Lajari. Le but de cette réunion, envisager la possibilité de construire de nouveaux terrains synthétiques à court ou moyen terme. À cette occasion, nous avons rencontré Saïd Njimi ou encore la maire de Périgny, Marie Ligonière. C'est un sujet signé Rémi Savary et c'est le dossier de la semaine. La région Nouvelle-Aquitaine, on est bon dernier au niveau du nombre de terrains synthétiques. L'avant-dernier est très loin devant nous, parce qu'on en a une petite centaine. Et 3 de plus pourraient prochainement arriver en Charente-Maritime. Pas de quoi combler le déficit, mais une avancée majeure. D'autant plus que les élus locaux sont prêts à s'investir davantage. À l'image de la commune de Périgny, située à quelques kilomètres de La Rochelle, qui doit faire face à des infrastructures de plus en plus vieillissantes et souvent énergivores en eau. Un projet qui doit encore être budgétisé, mais dont la rentabilité peut être intéressante sur le long terme. C'était précisément l'objet de cette rencontre, c'est d'avoir une idée précise des coûts de fonctionnement, au niveau aussi bien au moment du fonctionnement que de l'investissement. Mais c'est une vraie réflexion, vous l'avez dit, les aléas climatiques sont difficiles et on a vu que la sécheresse avait eu un impact sur les terrains. Donc c'est peut-être beaucoup d'investissements, mais pour gagner sur le long terme au regard de ce qui nous attend. Cette problématique climatique impacte aussi le sport. Car si l'hiver est souvent rude avec des arrêtés municipaux qui s'enchaînent, l'été dernier a été particulièrement chaud avec des terrains très secs et des restrictions en eau à cause de la sécheresse, entraînant des fermetures de terrains, alors même que la Coupe de France arrivait à grands pas. Pour le président de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi, cette révolution est indispensable. Tout d'abord car le coût de l'entretien est moins important, mais aussi car ce sont des infrastructures qui peuvent être utilisées à n'importe quel moment de l'année, améliorant donc la praticabilité. Un sujet, je cite, extrêmement important selon lui, qu'il faut mettre sur le devant de la scène. Si jamais on pouvait un jour avoir 3 nouveaux terrains synthétiques sur le département de Charente-Maritime, c'est tout l'objet du combat qui est le mien, de manière à développer les infrastructures nécessaires pour l'amélioration qualitative des jeunes joueurs et puis aussi pouvoir accueillir tous les petits footballeurs et toutes les petites footballeuses. Cependant, à Périgny, le terrain synthétique ne sortira pas de terre en 2023, à la différence de la ville de Rochefort, située 30 km plus au sud, qui se dotera cette année de 2 nouveaux terrains synthétiques. Coût du projet, 1,5 million d'euros. À Périgny, la faisabilité du projet sera étudiée par le conseil municipal. La maire de la commune, Marie Ligonière, espère voir des travaux débuter d'ici 2024-2025. Mais ce sera en fonction des partenaires peu nombreux à ce jour. Un projet où des billes sont encore à rassembler. C'était un sujet de Rémi Savary pour LFNA TV. Et parmi les clubs justement rencontrés par le président Saïd Njimi, il y avait le FC Périgny, mais aussi le FC Lajari, autre club de l'agglomération rochelaise. Pour parler de cette rencontre et du club en général, j'accueille 2 invités en plateau avec moi. À ma gauche, le président Didier Mandran. Bonsoir président. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, impeccable. Et à ma droite, le correspondant, secrétaire général, homme à tout faire, arbitre également de passion, c'est Samuel Simoneau qui est à ma droite. Donc je le disais, bonsoir Samuel. Bonsoir Benjamin. Tout va bien aussi? Très bien, je vous remercie.
On va résumer la fonction quoi en secrétaire général Oui, très pour bien, que ça soit plus simple. c'est ça. Homme à tout faire comme souvent dans les clubs et on salue tous les bénévoles comme Samuel parce qu'il en faut des gens comme vous en toute modestie, Samuel, pour faire vivre les clubs. C'est vrai, il en faut, il faut s'occuper de tout et puis, moi ça fait 25 ans que je suis au club, donc c'est avec grand plaisir que j'occupe cette fonction. Et on est ravis de vous accueillir tous les deux. Ça nous évoque des souvenirs parce qu'on s'était rencontrés il y a quelques temps maintenant pour un tour de Coupe de France, notamment face à Anglet, quand l'UFC La Jarry avait créé plusieurs exploits. Président, on va juste revenir sur le sujet précédent, sur l'histoire des synthétiques, parce que vous faites partie, je le disais, de ceux qui ont eu une réunion avec le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi. Vous faites partie peut-être des clubs de l'agglo rochelaise les plus intéressés parce qu'en ce moment, vous êtes dans une situation compliquée. C'est en très bonne voie, c'est ça la construction d'un terrain synthétique à la Jarry? Alors voilà, tout à fait. Ça fait quelques années où on s'est rapproché de la mairie pour obtenir un nouveau complexe. Saïd Njimi, le président, à plusieurs reprises s'est déplacé pour nous donner un petit coup de main et pour motiver la municipalité à créer ce nouveau complexe. Et effectivement, le complexe, il y aura un terrain synthétique. À partir de quand le Alors, début des travaux? le début des travaux est prévu pour fin de cette année 2023 et la livraison du complexe sera pour septembre 2025. Et on va pas le cacher, Samuel, beaucoup de satisfaction dans vos rangs parce que vous vivez une situation que vivent beaucoup de clubs de Nouvelle-Aquitaine et de France, une situation compliquée qu'on va qualifier de sans terrain fixe parce que vous êtes tout le temps obligé de jongler, de vous organiser à la dernière minute parce que vous n'avez pas de terrain principal pour les entraînements et pour les matchs. Effectivement, c'est la première saison du coup depuis le mois de septembre où le terrain de la Jarry, n'est plus praticable. Donc aujourd'hui, on a deux terrains de repli. Le terrain de la Jarne où il y a pas d'éclairage, donc on peut jouer le dimanche alors qu'on jouait le samedi soir auparavant et le terrain de Celles-sur-Mer qui a été remis en état, du coup pour l'occasion, notamment pour l'école de foot puisque là encore l'éclairage a été est pas encore opérationnel à 100 donc c'est compliqué, dans ces cas-là de s'entraîner correctement. Et ça, c'est une situation que peut régler la construction d'un terrain synthétique. On va le dire, président, ça amène plusieurs problématiques. Ça amène notamment une problématique dont on ne parle pas souvent, mais une perte de licenciés parce que eh bien, les gens qui sont passionnés de foot, ne pas savoir quand on s'entraîne, où on joue les matchs, le fait de décaler les matchs du samedi au dimanche, eh bien, ça coûte au club tout simplement des pertes de licenciés. Alors tout à fait, effectivement, il y avait un certain nombre de joueurs qui étaient au club depuis un certain nombre d'années, qui étaient habitués, qui avaient pris l'habitude de jouer le samedi soir. Et quand on a déménagé, quand on a quitté le complexe de la Jarry, effectivement, n'ayant pas d'éclairage à la Jarne, ils se sont dit ce n'est pas pour nous et ils ont quitté le club. Nous, le club, on était conscient que ça allait être une période un petit peu délicate. On avait pourtant bien prévenu, mais cette saison, effectivement, on s'aperçoit que même en prévenant, on est dans une situation où il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Il faut des gars comme Samuel qui sont là depuis 25 ans, qui ont l'écusson du FC La Jarry chevillé au corps pour rester fidèles dans ces conditions. Parce qu'on peut comprendre aussi les joueurs, hein, Samuel, quand la situation n'est pas claire comme ça, n'est pas définie à l'avance, qu'il faut tout le temps s'adapter au dernier moment, ça peut être fatigant. Donc là, vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour vous qu'un synthétique arrive à La Jarry, même si c'est à moyen terme. Ah bah, clairement, il faut savoir aussi que l'échéance de septembre 2025, on l'a depuis pas forcé depuis, la semaine dernière. Du coup, c'est compliqué aussi de communiquer auprès des joueurs quand on n'a pas de date. Vendre du rêve, c'est pas notre politique et du coup, de dire: «Il va y avoir un complexe, mais on ne sait pas trop quand». Là, maintenant, c'est officiel, donc déjà, cette information nous fait du bien, ne Ouais, ça serait-ce que moralement. C'est une très bonne nouvelle. On voit des sourires et ça, c'est important parce que la Jarry, on va le rappeler un petit peu le contexte. Alors, pour ceux qui suivent l'émission depuis un département comme la Corrèze, la Gironde ou les Pyrénées-Atlantiques, qui ne connaissent pas forcément la Jarry, c'est dans l'agglomération rochelaise. C'est un club qui compte quand même pas mal de licenciés. Vous allez tout nous dire, Samuel, combien de licenciés, combien d'équipes, depuis combien de temps le club existe? Alors, le club existe depuis 1949. Aujourd'hui, on a 180 licenciés. On est monté jusqu'à 200 post-Coupe de France il y a quelques années. Il est vrai que, comme disait Didier tout à l'heure, le nombre de licenciés est en baisse depuis l'année dernière, puisqu'on n'a plus de terrain et donc, du coup, plus de catégories loisirs. Par exemple, quand on n'a pas la place de les accueillir. Aujourd'hui, la Jarry, c'est 3 500 habitants, une commune de 3 500 habitants.
situé à 15 km de La Rochelle, donc en 10 minutes, un quart d'heure, on y est. On a restructuré l'école de foot, puisqu'on était en entente avec 3 autres clubs aux alentours. Maintenant, on veut que ce soit à la Jarry avec une équipe en propre. Donc on a deux équipes U13, une équipe U15, une équipe U17. Et à terme, voilà, c'est de monter jusqu'au 19 pour faire le lien entre les jeunes et les seniors. L'équipe senior, quelle division, président? Alors, première division. Première division de district. Départemental. Et puis, effectivement, cette année, on est un petit peu en difficulté du fait des conditions d'entraînement. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment se sauver cette fin de saison pour conserver notre place dans l'élite départementale, puisque l'objectif aussi, c'est d'atteindre, si vous voulez, le club s'est structuré au niveau des dirigeants pour pouvoir atteindre le niveau régional. Donc ça, c'est l'objectif à court terme. À moyen terme, on va dire. On va dire à moyen terme. En tout cas, il y a déjà une bonne nouvelle qui est tombée. Est-ce que vous avez, pour profiter de ce passage dans l'émission, Samuel, Didier, est-ce que vous avez un message à faire passer à vos joueurs, à peut-être des familles qui arrivent du côté de la Jarry, qui s'installent, qui se disent tiens, on va mettre notre enfant au foot. Vous voulez rassurer tout le monde, peut-être, Samuel, à l'occasion de cette émission? Et évidemment, soyez patients, le complexe arrive, on travaille tous d'arrache-pied pour que ce soit le plus vite possible. Après, malheureusement, il y a les temps de la construction qui sont incompressibles et le club essaye de faire du mieux possible en attendant ce complexe pour pouvoir accueillir au mieux les enfants et les seniors et les adultes. Président, peut-être un petit message à faire passer. On est maintenant au mois de février, c'est un peu trop tard, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et quel est votre message en ce début d'année 2023? Alors, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est véritablement le maintien. Je réitère mon opinion. Il faut absolument qu'on arrive à se maintenir pour conserver les objectifs que l'on s'est fixés. Et moi, le petit message, c'est les gens qui se sont donné la peine de rester au sein du club cette saison. Je voudrais qu'ils se serrent vraiment les coudes pour réussir à atteindre nos objectifs de cette saison. Et en tout cas, on vous souhaite de réaliser tous ces projets et de sauver surtout le club. L'important, c'est le maintien. Une phrase que l'on entend, qui peut paraître bateau de temps en temps, mais c'est vrai que c'est le plus important. Tout à fait. Quoi qu'il arrive, on vous remercie chaleureusement en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps et d'avoir fait le déplacement jusqu'à dans nos studios de LFNA TV. Merci Samuel, merci Didier. Merci. Merci à vous. On referme désormais notre dossier de la semaine pour s'intéresser aux résultats et au classement des différents clubs de Nouvelle-Aquitaine, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et on débute, galanterie oblige, avec les résultats du foot féminin. La D1 Arkema avec la 14e journée ce week-end, une journée qui n'a pas du tout souri malheureusement au club de la région. Défaite de Bordeaux à domicile 2-0 face à Montpellier. Les Girondines qui glissent à la 7e place du classement. Et puis la crise continue du côté de Soyaux. Nouvelle défaite et une défaite cruelle, assez lourde, 4-0 à la maison face à Fleury. 6e défaite consécutive en championnat pour les filles de Soyaux. Une défaite donc qui condamne presque les joueuses d'Angoulême, désormais 11e à 6 points du 10e Guingamp. Je vous propose d'écouter les réactions d'après-match au micro de Touami Nassiri. Les deux coachs, Bradaya d'un côté, Abriel de l'autre, c'est avec Touami Nassiri. Allez, souris. Allez. 3, on crie Agathe. 1, 2, 3. Les week-ends se suivent et se ressemblent. On a les deux premières occasions, on ne marque pas. Derrière, on prend un but, je ne l'ai même pas vu d'ailleurs, parce que j'étais en train d'expliquer, j'allais faire un changement à la mi-temps. On prend un but dans nos 5-50. Et derrière, il y a ce corner, pareil. On est statique. Le ballon passe à travers 2-3 joueuses et puis on n'a pas de réaction. Donc voilà, c'est les buts qu'on prend actuellement. C'est depuis que je suis arrivé. Donc ça ne change pas. Donc c'est très compliqué, ouais, c'est très compliqué. Après, en face, on a quand même une équipe très athlétique qui gagne beaucoup de duels. Et nous, on est en dessous à ce niveau-là. Donc quand vous êtes en dessous au niveau athlétique et malgré le travail qui est fait, voilà, en face, il y a quand même des joueuses qui sont internationaux. Voilà, ok, je ne vais pas me cacher tout le temps derrière ça, tout le monde le voit. Dans l'impact, c'est elles qui gagnent les duels et nous, on en gagne quelques-uns, mais très peu. Donc voilà, quand on n'est pas dans l'impact, c'est difficile.
On a cette capacité à se procurer quand même des occasions, c'est ce qui est toujours enrichissant pour notre jeu, pour la confiance. À force de persévérance, et on savait très bien qu'en venant ici, et le Paris FC, ça avait été la même chose, et d'autres clubs, ils mettent un peu de temps. Si vous ne débloquez pas rapidement le compteur et vous ne créez pas le doute chez l'adversaire, c'est un adversaire qui a l'habitude de se battre, de lutter, de se mobiliser. Après, dès lors que vous arrivez à marquer le premier, on a senti à la 30e, 35e minute que physiquement ça commençait à baisser. Il y avait plus d'erreurs techniques, plus d'espace et on a essayé de pousser à ce moment-là. On a marqué ce premier. Et ce qui est un but que Kamzik, c'est extrêmement difficile de le marquer celui-là, alors qu'elle a raté plus facilement. Et après, l'envie de continuer à avancer, d'aller marquer ce but sur coup de pied arrêté, sur corner, voilà, on force la décision. Et c'est ce que j'aime bien retenir chez mes joueuses, c'est cette persévérance. Après le foot féminin, la Ligue 2 maintenant, c'était ce week-end la 22e journée et il y avait, vous le savez, un derby néo-aquitain entre Pau et Bordeaux au Noustecamp, une rencontre qui a été logiquement remportée par les Girondins 2-0 avec des buts de Malcolm Bokele et d'Aliou Badji. On écoute la réaction des deux entraîneurs, David Guillon côté bordelais, Didier Tolo, l'ancien Girondin du côté du Pau FC, c'est au micro de Christophe Monzi. Oui, je trouve qu'on a maîtrisé notre adversaire. J'oublie pas quand même qu'ils ont deux situations chaudes. Une en première mi-temps, une belle frappe que Gaëtan est allé chercher. Et puis ce coup de pied arrêté que Johan sauve sur la ligne. Mais dans l'ensemble, sur le nombre d'occasions, je pense que c'est... depuis la reprise de décembre, c'est l'un des matchs où on s'est créé le plus de situations et d'occasions. Et c'est vrai qu'avec un peu plus de maîtrise sur la fin notamment, avec des pertes de balles à mon sens un peu trop faciles, on aurait pu alourdir le score. Je pense que sur le contenu, c'était bien. La différence entre les Girondins de Bordeaux et nous, c'est que dans leur temps fort, ils ont marqué. Nous, on n'a pas réussi à marquer sur le temps fort qu'on a eu avant de prendre le premier but. Et puis après, on pousse en deuxième mi-temps aussi. Mais voilà. La différence, elle s'est faite dans les 30 derniers mètres. Ils ont été beaucoup plus chirurgicales. Et nous, voilà, il y a toujours eu un pied, il y a toujours eu quelque chose. Donc je pense que la différence s'est faite certainement à la maturité. Le troisième club de Nouvelle-Aquitaine, les Chamois niortais, jouaient eux à l'extérieur du côté de Dijon. Et Niort s'est remis la tête à l'endroit en s'imposant 1-0 en terre bourguignonne. Vous le voyez, beaucoup de sourires dans le vestiaire des Chamois niortais qui mettent fin à une série de 4 défaites consécutive. Le but des Chamois est un bijou signé Junior Olaitan avec un lob de plus de 50 mètres. Un déclic psychologique sans doute amené par le changement d'entraîneur puisque vous le savez, c'était la grande première du nouveau coach Oumar Tchomogo. Félicitations à Oumar Tchomogo qui en plus permet de relancer cette équipe de Niort. Vous allez le voir au classement, les conséquences sont nombreuses avec en tête de classement Le Havre devant Sochaux. Bordeaux est troisième à égalité de points avec le club de Montbéliard, mais avec un goal average inférieur à celui des Sochaliens. Pau est désormais 15e avec 26 points. Et puis vous le voyez, Niort est toujours lanterne rouge, mais Niort se relance dans la course au maintien puisque Niort est à 2 petits points seulement du 16e, en l'occurrence les Crocos du Nîmes Olympique. On ouvre la page consacrée à la N2 avec les résultats de la 17e journée du groupe D. Vous le voyez avec la victoire des Herbiers 1-0 sur le terrain de Bergerac-Périgord, le nul 0-0 entre le leader Gol FC et Angoulême-Charente. Belle opération pour Angoulême-Charente, 0-0 également entre le FC Trélissac et Andrézieux-Boutéon. Et puis le Stade Bordelais n'a pas réussi à réaliser un coup plutôt sur la pelouse de la Lanterne Rouge, le FC Vierzon. Victoire 2-1 de Vierzon. Les conséquences au classement de cette 17e journée, le leader reste le Gol FC, mais ça se resserre en tête de classement puisque le Gol FC compte 3 points d'avance sur les Herbiers. 3e, Bergerac-Périgord. Toujours concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine, 7e, Angoulême. 8e, Trélissac. 9e,
le Stade Bordelais. Et puis dans le bas du tableau, on retrouve toujours Vierzon, lanterne rouge avec 5 points de retard sur la réserve du FC Nantes lors de la 18e journée. Trélissac va se déplacer sur la pelouse de Bourges. Le FC Nantes, la réserve, recevra le leader, le Gol FC. Angoulême-Charente affrontera Moulins-Isère. Il y aura la rencontre entre le Stade Bordelais et Vendée-les-Herbiers. Et puis Bergerac-Bérigord se déplacera sur le terrain de Romorantin. On passe maintenant au N3 avec les résultats de la 14e journée dans le groupe A du National 3. Concernant donc ces clubs de Nouvelle-Aquitaine, il y a eu le nul, un but partout entre le Stade Poitvin et la réserve des Girondins de Bordeaux. Nul également entre le CA Neuville et la réserve du Pau FC, cette fois un nul 0-0. Victoire 2-0 de Châtellerault face à l'US Lège-Cap-Ferré. Et puis l'US Chauvigny, dans le duel des extrêmes, est allé gagner sur le terrain de la Lanterne Rouge, le Stade Montois. 2-1, je vous l'ai dit, la Lanterne Rouge reste le Stade Montois. Au niveau du classement, le leader, c'est toujours le FC Libourne devant Chauvigny. Un seul petit point d'avance pour le FC Libourne par rapport à Chauvigny. 3e, les Genêts d'Anglette. 4e, la réserve de Pau. 5e, l'US Lège-Cap-Ferré devant Châtellerault, le Stade Poitvin et la réserve des Girondins. 9e, on retrouve le CA Neuville. 10e, la réserve des Chamois Niortais. 11e, Porte-Entre-deux-Mers avec 16 points. 12e, l'Aviron Bayonnais avec 13 points. Et puis les deux derniers du classement, l'ES Guérétoise et le Stade Montois. Le calendrier de la Nationale 3, maintenant la prochaine journée, ce sera la 15e avec l'US Chauvigny qui recevra les Genêts d'Anglette. Le CA Neuville qui se déplacera sur le terrain de l'Aviron Bayonnais. L'US Lège-Cap-Ferré recevra le FC Libourne. La réserve du Pau FC affrontera le Stade Montois. Il y aura Porte-Entre-deux-Mers contre Châtellerault, la réserve des Girondins contre l'ES Guérétoise et puis la réserve des Chamois Niortais qui défiera le Stade Poitvin. On s'intéresse maintenant à la Coupe de Nouvelle-Aquitaine puisque c'était un week-end de coupe avec le 8e tour. L'un des chocs de ce 8e tour se déroulait du côté du stade Didier Deschamps à Bayonne avec un derby alléchant entre les Croisés et l'Aviron Bayonnais, un derby qui a tenu toutes ses promesses, c'est allé au bout du suspense. Le résumé de cette rencontre avec notre envoyé spécial en terre basque, Florian Sabatier. Début de cette rencontre de Coupe d'Aquitaine et un derby entre les Croisés de Bayonne et l'Aviron Bayonnais. Dès les 5 premières minutes, l'Aviron va se mettre en danger après une belle séquence de jeu. Mickaël Ferry voit sa frappe être trop écrasée pour trouver le cadre. Sur leur lancée, les visiteurs vont être encore dangereux suite à un bon décalage de Romain Renard. Cette fois-ci, Mickaël Ferry décale Jérôme Yoncourt, mais là aussi, ça finit hors cadre. Bien lancé, l'Aviron va souffrir une nouvelle tentative qui fuit les cages adverses. Les Croisés de Bayonne, eux, n'abdiquent pas et bien décalé sur son aile droite, Anthony Santa Cruz va percuter, fixer avant de tenter, mais sa frappe passe au-dessus des filets. Fin de ce premier acte sur un score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, les Croisés partent à l'offensive par Abdoulaye Souma qui fait la différence balle au pied, mais sa frappe file dans les gants du gardien. Les joueurs hôtes continuent d'insister et après une belle temporisation, les Croisés vont tenter leur chance, mais une nouvelle fois hors cadre. Très incisif sur son côté, Anthony Colono parvient à trouver Clément Gounin qui est trop court pour finir l'action. Quelques minutes plus tard, l'Aviron Bayonnais va réagir en contre-attaque. Rapidement donné à El Hadji Sanna, ce dernier bute sur Loïc Dufour qui est à la parade. Le débat s'anime et sur un ballon dans la profondeur, Clément Gounin bute sur le gardien adverse. Dans un bon moment, les hommes de Bruno Mercadier vont réussir à mettre le ballon dans la boîte et Anthony Colono, plus prompt que tout le monde, met le ballon au fond des filets à une dizaine minutes de la fin. Dans les derniers instants de la partie, sur un corner de la gauche vers la droite, un jeu de remise de tête est réalisé jusqu'à se trouver celle de Paul Baudin, le capitaine, qui égalise pour l'Aviron Bayonnais.
Dans le temps additionnel, Ano Atukora va mettre le ballon dans la boîte, mais la tête de Baudin fuit le cadre. Fin de ces 90 minutes et on se dirige vers une séance de tir au but. Romain Renard ouvre la marque. Jean Arambouré voit le gardien partir du bon côté. Bilal Adraoui réalise le break. Abdoulaye Souma réussit sa tentative. Michael Ferry marque pour le 3-1. Une frappe en pleine lucarne pour laisser les croisés dans le match. Jérôme Yoncourt prend le gardien à contre-pied. Clément Gounin marque pour le 4-3. Anthony Coco met le 5-3 et qualifie l'Aviron Bayonnais pour la suite de la compétition. Oui, grosse satisfaction sur ce qu'on a mis en place. Fierté de tous les joueurs sur ce match-là. Voilà, ça ne se joue plus, on prend un coup de pied arrêté à la 87e. Donc c'est un peu rageant, sachant qu'on mène 1-0 et pas contre le cours du jeu. Et on a des situations qu'on négocie de manière très moyenne, voire pas bonne, à la fin. Après, il y a le côté physique qui a pêché aussi. On a fait de gros efforts défensifs. On était en place. Voilà, il faut maintenant surfer sur ce type de match et mettre ça au profit du championnat. Autre rencontre de ce 8e tour qui a été suivie par les caméras d'LFNA TV, la rencontre entre le Sporting Club de Saint-Jean d'Angély et Thouars Foot 79, une rencontre qui a été suivie cette fois par notre autre reporter, Touami Nassiri. Eh ben, le club qui s'appelle le SCA, le Sporting Club Angérien, c'est le plus vieux club du centre-ouest aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine. 120 ans d'existence. Il a été fondé en 1903, 340 licenciés. L'objectif, c'était de monter en national. Et puis, pourquoi pas, la Coupe Nouvelle-Aquitaine, c'est un nouveau challenge, et pourquoi pas. Les garçons aujourd'hui sont motivés, donc tout peut arriver en coupe. Notre école de foot est constituée de 90 jeunes, de U6 à U13, qui s'entraînent à peu près 2 à 3 fois par semaine. Certains même ont accès avec le collège juste derrière nous à la classe foot qui permet de faire 2 entraînements supplémentaires le mardi et le jeudi. En plus de l'école de foot, on a aussi les filles, les féminines, on a quelques féminines dans l'école de foot. Et puis 2 équipes viennent de se monter en senior féminine. On a une entente juste pour une catégorie, les U14, U15, avec le FC de la Soie qui se situe à une dizaine de kilomètres d'ici. Et voilà, on a réussi à faire une coopération avec eux, des gens sympathiques. Et puis une équipe qui marche bien en ce moment et qui est en 2e division, si je ne dis pas de bêtises, et qui en passe de monter en première. Le coup d'envoi de ce 8e tour de Coupe Nouvelle-Aquitaine est donné par le Thouars Foot 79. Ce sont les locaux qui se montrent les premiers dangereux. La tête du capitaine Benhamine Cissé passe de peu à côté du portier adverse. Les locaux se montrent encore dangereux et c'est à la 12e minute que David Sharif inscrit ce premier but qui leur permet de mener par 1-0. La réaction des visiteurs ne se fait pas attendre sur un coup franc de Thomas Pougnan, c'est Maxime Puou qui est tout près d'égaliser. Les visiteurs poussent, c'est sur corner, bien repris par Corentin Prand qui centre fort et un défenseur adverse marque contre son ton, ce qui fait la joie du Thouars Foot 79 qui revient à égalité. Les hommes de Corentin Maurice poussent et sont tout près d'inscrire un 2e but avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période avec un score de parité 1-1. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par les locaux
Les visiteurs sont les premiers à se montrer dangereux avec une belle passe en profondeur de Maxime Puot qui trouve Moussa Camara, mais sa frappe termine sa course sur le poteau pendant que les supporters continuent à encourager les locaux. C'est un coup franc pour Thouars Foot 79, repris par la tête mais sans danger pour le portier adverse. Ça pousse encore du côté des visiteurs, mais on ne trouve toujours pas l'effilé du but d'Aurélien Juchero. Et c'est à force de pousser, Thouars Foot 79 est récompensé sur une mauvaise entente des défenseurs locaux. Corentin Cortès marque contre son camp dans les dernières minutes de la première période et permet au Thouars Foot 79 de prendre l'avantage. On est dans les arrêts de jeu, c'est la dernière chance pour les hommes de Gérard Nicole, mais la frappe de Stéphane Bibien est contrée. L'arbitre de la rencontre siffle la fin du match, synonyme de qualification pour Thouars Foot 79. D'abord, effectivement, on a bien commencé, on a bien entamé le match. Et après, quand on a pris le but, comme beaucoup d'équipes, on s'est un petit peu relâché et nos adversaires nous ont territorialement dominés. Et ils ont été beaucoup plus agressifs que nous, ce qui a amené à un gafouillage où on a trouvé le moyen de marquer contre nos camps alors qu'il n'y avait pas beaucoup de danger dans l'action. Mais bon, ce qui a fait qu'on est arrivé à la mi-temps avec un match nul. La deuxième mi-temps a été aussi très très engagée dans le domaine athlétique. Mais globalement, on pouvait penser qu'on allait arriver vers un match nul. Et là, sur un ballon où il n'y a aucun adversaire, je sais pas, à 6 mètres ou 7 mètres, on trouve le moyen de se mettre le but. On est malheureux parce que les garçons essayent de bien faire, mais c'est vrai qu'on se met 2 buts pratiquement, quoi. On savait que venir à Saint-Jean, c'était un tirage qui était compliqué. C'est une belle équipe. En championnat, ils sont quand même plutôt bien situés. Ils sont dans une bonne dynamique. C'est jamais simple de venir ici, donc on savait qu'il fallait passer l'orage. Et puis une fois que c'est passé, même si on était mené 1-0, il y avait du répondant aussi chez nous. Je suis satisfait parce que les garçons, ils n'ont pas baissé la tête. Ils ont été de l'avant, malgré qu'on était mené au score. Il y avait de l'adversité. Ils ont répondu déjà dans l'impact. Je pense que c'était une donnée importante sur ce match. Après, petit à petit, on a pris dessus sur l'aspect physique, je dirais, puisque c'est 2 équipes qui sont plutôt proches sur l'aspect technique. Ça s'est joué sur l'état d'esprit, sur la condition physique aussi, où on a pris un petit peu le dessus. Parmi les autres équipes qualifiées lors de ce 8e tour ce week-end, on retrouve notamment Saint-Paul Sport, l'Étoile sportive d'Audange dont on va vous parler dans un instant puisqu'on aura 2 invités du club d'Audange dans cette émission. L'US Lormont s'est également qualifié, tout comme le FCE Mérignac-Arlac, le FC Bressuire, l'US Senon, l'Entente sportive La Rochelle ou encore l'ES Boulazac. On félicite évidemment tous les clubs de Nouvelle-Aquitaine qui se sont qualifiés ce week-end lors du 8e tour. On continue avec le futsal et la 13e journée de Régional 1. L'association Balle au Pied Saint-Médard-en-Jalles recevait la réserve du Pessac Football Club. 2 équipes qui visent une place sur le podium en fin de saison et qui nous ont offert un grand spectacle filmé par la caméra de Florian Sabatier. Début de cette rencontre de Régional 1 futsal entre l'ABP Saint-Médard qui reçoit la réserve de Pessac pour pourquoi pas se rapprocher du groupe de tête. Dès les premiers instants de la partie, les Pessacais vont avoir un monopole du ballon en profitant de la position de gardien d'Aziz Lamkazmi. Mais bien concentré défensivement, l'ABP Saint-Médard est très compact. Les joueurs hôtes vont s'offrir une première occasion dans un jeu de passe très bien huilé, mais le gardien veille au grain. Encore à l'attaque, il ne faut pas grand chose pour Guillaume Sibé pour ouvrir la marque pour les siens, mais le poteau vient sauver l'ultime rempart. Mais sur un ballon récupéré très haut, Pessac va ouvrir la marque par Karim Abdou Saïd.
Fin de ce premier acte et ce sont les visiteurs qui mènent par un but d'écart à la pause. Au retour des vestiaires, il ne faudra pas attendre longtemps pour voir la révolte de Saint-Médard avec Guillaume Sibé qui se joue parfaitement du gardien pour le 1 but partout. Pessac va tenter de réagir par Miles Badjarniandi, mais en vain. Si les Pessacais continuent, ils vont se faire prendre sur un ballon récupéré et envoyé directement dans la cage adverse par Bastien Dourin pour le 2-1. Dans la foulée ou presque sur une perte de balle assez haute, Guillaume Sibé s'offre un doublé. Les visiteurs ne veulent pas abdiquer sur un jeu éclair, bien servi par Zinedine Benhaman. Abdou Saïd réduit l'écart pour le 3-2. Toutefois, Saint-Médard connaît l'importance de cette rencontre et en remet une couche quelques instants plus tard par Alexandre Vaugon. Encore à l'initiative, Benhaman distille un nouveau bon ballon pour Mohamed Moussaïd. Le Pessac FC croit en sa bonne étoile. Le numéro 10 sert Abdou Saïd qui reprend par une talonnade, mais le gardien lit bien la trajectoire. Dans la foulée, l'ABP Saint-Médard parvient à remettre de nouveau 2 buts d'écart entre les deux équipes par Bastien Dourin. Enfin, de cette rencontre et c'est l'ABP Saint-Médard qui s'impose et parvient à prendre la 2e place à son adversaire du soir. Il y avait eu les barrages d'accession des deux, donc ça nous a laissé quand même une bonne expérience. Malheureusement, le début de saison est un petit peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup de joueurs cadres blessés et on va arriver en février où on va avoir pratiquement, ça y est, notre groupe au complet. Ceci étant, on sait qu'on a des points de retard. Mais on va jouer jusqu'au bout. Et je veux dire, si on fait, le plein, bah, il se peut qu'on ait une bonne surprise à la fin. Comme chaque semaine dans LFNA TV, il est grand temps de vous présenter un club de Nouvelle-Aquitaine. C'est notre rubrique intitulée Focus Club. Cette semaine, direction le district de la Gironde à la découverte du Racing Club de Chambéry. Un club qui n'a rien à voir avec celui de Savoie, si ce n'est le nom. Un club qui vous est présenté par notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. Alors, sur cette saison, on était promus, il faut savoir, nous sommes montés l'année dernière, on a fini champion de départemental 2. Alors on avait des ambitions, c'était clair, c'était ce qui était fixé aux joueurs et au staff de monter en régional 3. On avait cette ambition-là, maintenant elle se matérialise, on est toujours invaincu, donc c'est presque un petit peu plus que ce qu'on espérait, mais comme je dis, il faut surtout maintenir le cap. Le plus important dans la saison, c'est février, mars, avril, mai. C'est les matchs où les équipes vont jouer les maintiens, les équipes du haut de tableau vont jouer la montée. Chaque match va se jouer comme une finale. Il va falloir en gagner le plus possible. Essayer de perdre le moins de points possible comme on l'a si bien fait depuis le début de saison et ça devrait le faire pour le club et ça serait une belle fête, ce club du RC Chambéry qui a maintenant 51 ans d'existence, qui a toujours été un club de régional. Si on peut remonter en régional nos seniors, ça serait super en sachant que nous avons réussi à la mi-saison à faire remonter nos jeunes, nos U17 sont montés en U17 régional 2, ont gagné samedi dernier leur premier match en régional, donc les jeunes sont montés en régional. On espère que nos seniors vont suivre à la fin de saison et on va remettre, on espère, le club à sa juste place. On travaille vraiment sur l'aspect technique, accompagner les jeunes sur la découverte du football.
Donc sans l'école du football qu'on voyait aujourd'hui. Donc c'est vraiment de U6 jusqu'à U9. Donc on est vraiment sur la découverte, donner l'envie aux enfants de venir à l'entraînement. Alors quand il fait beau, donc on a toujours plus de monde. Vraiment c'est pas que du football, c'est vraiment des jeux ludiques à l'entraînement sur l'école de foot. Donc donner l'envie aux enfants de pratiquer le football. Et petit à petit, donc sur les U10, U11, c'est là où on va vraiment commencer à travailler sur l'aspect technique, tactique et sur vraiment voilà, un projet sportif. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de travailler sur la globalité au niveau de l'ensemble des catégories, en respectant bien évidemment les objectifs de chaque catégorie, et pour que puisse y avoir des résultats ensuite sur les catégories de la compétition, notamment sur le foot à 11, et puis ensuite bien évidemment sur les seniors. L'objectif, c'est que les joueurs puissent découvrir les seniors, la catégorie senior au sein du club du RC Chambéry. Alors je suis bien placé puisque je fais aussi partie du staff de l'équipe senior, donc oui, l'idée c'est effectivement de pouvoir faire au maximum progresser nos jeunes, les former pour qu'ils puissent intégrer l'ensemble des équipes seniors et pas uniquement la première du club. Ça facilite en fait le fait qu'on puisse avoir des éducateurs dans les diff qui sont joueurs, notamment au niveau de la catégorie senior, que ce soit sur l'équipe première ou l'équipe réserve. Ça nous permet effectivement d'avoir une meilleure communication afin de pouvoir faire monter les jeunes à fort potentiel sur des équipes seniors. C'est là où j'interviens justement. Moi j'interviens du coup je regarde tous les séances et tous les joueurs du club. Je connais pratiquement 90% des joueurs. Donc j'ai un contact avec les joueurs, mais aussi j'ai un contact avec les éducateurs et les coachs. Donc quand il y a un joueur qui, on va dire, qui commence vraiment à avancer, on a besoin sur la catégorie au-dessus. Donc c'est là où je fais le lien entre le joueur et les parents et les éducateurs pour avoir une facilité pour pouvoir amener le jeune sur la catégorie au-dessus pour aider la catégorie. Alors nous déjà on donne l'envie aux enfants de venir aux entraînements et qu'ils arrivent à progresser. Et en fait grâce à ça on arrive à avoir des résultats. Et plus en fait on est présent avec les enfants et plus on donne l'envie aux enfants de pratiquer le football, plus on a des résultats et plus on aide l'équipe première à alimenter avec des joueurs comme les U17A par exemple, qui viennent d'accéder au niveau régional. Et parmi ces joueurs-là, l'année dernière, parmi les U17, il y a un joueur qui a participé à la montée des seniors A et qui a fait plusieurs matchs et qui a aidé à l'accession du niveau supérieur. Et on termine cette émission en filant du côté d'Audange. On va s'intéresser au club masculin, mais également au club féminin, puisque c'est une grande première dans l'histoire du club. Il y a désormais une section féminine. Et pour parler de tout cela, on accueille deux invités, deux pour le prix d'un. J'ai de la chance pour conclure cette émission. Honneur aux dames avec la capitaine de cette équipe féminine, c'est Justine Dudez, qui nous fait le plaisir d'être dans l'émission ce soir. Bonsoir Justine. Bonsoir. Et avec nous, l'entraîneur de l'équipe masculine qui nous accompagne également pour parler cette fois du club en général. C'est Jérôme Capdeville qui est avec moi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Jérôme, on va faire une petite entorse au règlement. Normalement, dans LFNA TV, nous sommes des personnes galantes, mais là, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien. Désolé, Justine, mais on va juste commencer avec vous, tout simplement pour présenter un petit peu le club d'Audange, parce que c'est un club important, mine de rien, avec pas mal de licenciés. Est-ce que vous pouvez nous faire
Le topo global, Jérôme, où est situé votre club? Combien d'équipes composent cette institution? Et puis combien de licenciés au total? Alors, bon, on est sur le bassin d'Arcachon. C'est un club qui existe depuis très longtemps, puisqu'on fait le centenaire justement cette année. C'est un club qui a évolué dans un passé un peu plus lointain, mais au plus haut niveau régional pendant des années. Ensuite, qui a connu diverses fortunes, avec quelques descentes, remontées, redescentes, etc., comme c'est le lot de quelques clubs. Aujourd'hui, on est plus ou moins en reconstruction, ou du moins on essaie surtout d'étoffer l'effectif senior, mais surtout des jeunes et des éducateurs. Et ensuite, depuis donc, cette année, puisque c'est tout nouveau, on a une équipe féminine aussi. Donc, bon, on est c'est beaucoup de boulot, mais on avance bien. On a une équipe dirigeante qui est sympa. On commence pareil, à étoffer aussi toute l'équipe dirigeante. Donc, plus on a de force, plus on peut avancer vite. Donc, voilà, donc on en est là aujourd'hui. Et la semaine dernière, dans l'émission, on avait parlé justement du FC Bassin d'Arcachon. Donc, pour situer un petit peu Audange, il y a des derbies arcachonnais, puisque vous vous affrontez de temps en temps dans toutes les catégories. Vous l'avez dit, c'est une année un peu particulière. Jérôme, c'est l'année du centenaire du club. C'est toujours un moment charnière dans l'histoire d'un club, et ça montre aussi la réussite d'Audange. Ça va être le week-end des 10 et 11 juin. Année particulière, je suppose, pas mal de festivités de prévues. Oui, il y a tout un week-end qui est dédié à ça. Et donc, d'ailleurs, on travaille déjà dessus pour une belle organisation, parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Mais oui, tout le monde va être impliqué, en partant des jeunes, bien sûr. Des seniors, des anciens aussi du club, des vétérans, des anciens qui ont joué, qui sont passés par le club, et bien sûr des féminines. Les féminines dont on va parler évidemment dans un instant avec Justine. Je profite juste que Jérôme ait la parole pour faire un petit point sur l'équipe senior dont vous êtes, on le rappelle, l'entraîneur. Les ambitions, est-ce qu'elles changent une année de centenaire, Jérôme? Non, elle change pas parce qu'on est encore loin sur pas mal d'items, on est encore loin, notamment chez les jeunes, où on avance, mais on n'est pas encore prêt. Mais voilà, après, l'objectif initial était le maintien. Il se trouve qu'on fait un début de saison qui est pas mal. Bon, on est en tête pour l'instant, mais on va pas brûler les étapes. Donc, si on peut aller au bout, bien sûr qu'on va pas s'en gêner, mais si on n'y va pas, ça ne sera pas un drame pour le club, parce qu'on est vraiment en construction enfin, on essaye de faire des bases saines, et des bases saines, ça passe par l'école de foot. Et c'est là où on a du boulot, et donc voilà, on va voir. En tout cas, bon, on profite de ce bon début de saison, ça aide aussi à bien travailler, mais c'est pas vraiment l'objectif premier. Après, si on y arrive, bien sûr, on va pas s'en priver. On prend les matchs les uns après les autres pour l'équipe masculine, comme on le dit régulièrement dans cette émission. Alors, la semaine dernière, on avait un focus sur le FCE Mérignac-Carlac, qui est le club doyen du foot féminin en Nouvelle-Aquitaine. Et là, on a un petit bébé, puisque c'est tout nouveau. C'est une section qui vient d'être créée du côté d'Audange. Et on a la chance, je le disais, d'avoir la capitaine qui est Justine Dudez et qui est avec nous. C'est une fierté, je suppose, Justine, d'être la première capitaine de l'histoire d'un club. Oui, tout à fait. C'est vraiment exceptionnel pour moi de pouvoir être capitaine de l'équipe féminine d'Audange, surtout qu'elle vient juste de se créer depuis du coup l'été 2022. Donc franchement, une grande fierté pour moi. Racontez-nous un peu l'aventure, Justine, comment ça se passe? Ça part d'une boutade dans le clubhouse un soir, ça part de l'envie de joueuses de se retrouver, ça part d'une discussion entre copines. Comment ça débute l'aventure de la section féminine d'Audange? Eh bien, disons qu'il y a beaucoup de féminines qui sont en couple avec des joueurs de l'équipe 1 ou de l'équipe B, ou beaucoup de mamans également de joueurs qui sont dans l'école de foot. Et elles discutaient entre elles de pouvoir monter une équipe féminine, mais sans jamais passer le cap.
Et puis Claudio Manzano, du coup, qui est notre coach et qui a déjà entraîné sur Audange, a voulu reprendre le foot et a décidé du coup de monter cette équipe féminine. Et quand il a lancé l'appel, on a été d'abord 6 joueuses à répondre. Et puis au fil des entraînements cet été, on est monté à 9 avant d'arriver au mois de septembre avec une équipe composée de 20 filles. Donc c'est né comme ça. Et puis de fil en aiguille, on discute entre nous et puis on arrive à faire venir les joueuses. Donc c'est vraiment une belle aventure. Ouais, la mayonnaise a pris rapidement quand on regarde un petit peu l'aventure. Alors pour l'instant, vous allez nous raconter, Justine, comment ça se passe, mais évidemment, vous n'êtes pas encore inscrit dans un championnat. Il y a des matchs amicaux, il y a des entraînements, mais si ça continue d'aller aussi vite, ça va vite venir, Justine. Oui, c'est ça. On a commencé par une année blanche, comme on l'appelle, nous, pour pouvoir vraiment former l'équipe et puis apprendre à jouer au foot, parce qu'il faut savoir que la majorité n'ont jamais joué au foot. Elles étaient juste là pour regarder ou pour voir leur enfant. Donc voilà, il fallait revoir les bases, comment on joue au foot, les règles du foot, c'est ce qui est pas évident. Et puis petit à petit, ça se fait. Donc voilà, très intéressant. À titre personnel, Justine, vous aviez déjà eu une licence auparavant ou vous aussi, vous découvriez le foot féminin? J'avais déjà joué pendant 2 ans à Parentis-en-Born, où il y avait déjà une équipe féminine et on jouait à 8. Donc j'avais déjà une petite expérience, donc j'apporte ce que je peux aux filles. On s'entraide beaucoup et ça apporte énormément. Qu'est-ce que ça apporte, Jérôme, dans l'ensemble du club, en dehors du cliché habituel d'apporter des sourires et puis un petit peu de nouveauté? On suppose que forcément une année de centenaire, avoir une vision différente avec des femmes qui arrivent au club et puis de nouvelles ambitions, de nouveaux projets, ça apporte une nouvelle dynamique, évidemment. Oui, de toute façon, ça c'est indéniable, hein. Après, concernant l'équipe féminine, comme Justine l'a dit, de toute façon, il y en a beaucoup déjà de l'équipe féminine qui gravitaient déjà autour du club, ou qui filaient un coup de main, ou qui étaient femmes de joueurs, ou maman de petits, comme elle l'a dit. Donc elles étaient déjà présentes en fait. Il suffisait juste d'avoir quelqu'un pour lancer le projet, et Claudio l'a très bien fait, et derrière ça a pris, tout le monde a le sourire, les filles viennent voir les garçons viennent voir les filles, et je trouve que ça prend bien, et c'est top, c'est top. Ouais. Comment ça se passe C'est, au niveau c'est, de euh, l'organisation, Justine? Il y a les entraînements sont quel jour, à quelle heure? Alors on s'entraîne le mercredi soir de 19h45 jusqu'à 21h20, 30 à peu près. Et après on a un entraînement sur 2 le vendredi, aux mêmes horaires. Donc le mercredi, Jérôme, autour des papas de se retrousser les manches et de garder les enfants. Ouais, c'est un peu ça. Mais alors, on a un nouveau complexe tout neuf, donc ça aide aussi au développement du club. Mais du coup, on a bon, alors, certes un synthétique, donc ça c'est du coup on peut bosser tout le temps, même quand il fait pas beau. Mais le mardi, la première s'entraîne avec l'équipe B, les filles, l'équipe C s'entraîne le mercredi, et jeudi, en général, c'est la première, et vendredi, l'équipe B, c'est aussi. Donc, bon, c'est toute une organisation, mais ça va, les papas arrivent à garder les enfants a priori, ça se passe bien. Et c'est bien que, alors moi le premier, je m'y colle, mais c'est bien que du coup ça marche dans les deux sens et que ça se passe bien et qu'il y ait les maris et les femmes qui jouent dans le même club. C'est quand même génial parce qu'il y a aussi souvent les enfants qui jouent au sein d'Audange et ça amène vraiment une ambiance familiale, on suppose. Justine, on va voir grâce à notre réalisateur Paul une photo du groupe qu'on s'est permis de prendre sur vos réseaux sociaux. Mais quand on regarde un petit peu, notamment sur votre page Facebook, on voit beaucoup de sourires. On suppose aussi qu'après des années avec le Covid, avec en ce moment une situation en France qui n'est pas forcément facile, ça doit faire du bien aussi un peu de décompresser, d'arriver à l'entraînement, de se retrouver entre filles et de prolonger après les entraînements dans le clubhouse. Oui, tout à fait. C'est vraiment une très bonne ambiance qu'on a et à chaque fois on est très content de se retrouver le soir. Au dépend parfois de notre coach qui râle après nous parce qu'on papote un peu trop sur le terrain, parce que c'est vraiment notre bulle d'oxygène à toutes de pouvoir se retrouver sur un terrain et de pouvoir
faire un sport qui nous plaît à toutes, parce que je pense que si elles restent depuis le début, c'est que elles ont vraiment développé une passion pour ce sport, donc c'est vraiment top. On est vraiment bien dans cette équipe en tout cas. Maintenant, je suppose, quand on est capitaine, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir goûter à la compétition. Oui, tout à fait. Surtout pour moi qui ai déjà goûté à cette compétition, c'est vrai que j'ai envie de pouvoir leur montrer ce que ça fait d'être sur un terrain, dans un match avec tout le public derrière soi qui crie après nous quand on fait des erreurs, mais qui est aussi super content quand on marque des buts et quand on fait de belles actions. Et puis aussi l'ambiance dans le vestiaire aussi qui est hyper importante. Donc tout ça, j'ai envie qu'elle découvre ça très très rapidement et j'espère vraiment l'année prochaine. Sans rien dévoiler, s'il y a des surprises de prévues, mais je suppose que du coup, l'équipe féminine va participer grandement à la fête pour le centenaire du club, là, les 10 et 11 juin. Oui, bien évidemment, on sera présente et puis on sera surtout là bénévolement pour le club, pour les aider à l'organisation et puis aussi pour montrer aux personnes qui viendront nous rendre visite que oui, il y a une équipe féminine et que oui, les petites filles peuvent jouer au foot également. Et c'est important de le rappeler. C'est encore possible. On va se permettre une petite entorse au règlement. Jérôme et Justine, on est certes au mois de février, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'équipe féminine et pour l'équipe masculine, pour l'ensemble du club d'Audange pour 2023, Justine en premier lieu? Je dirais de la réussite pour toutes les équipes, qu'on puisse faire quelque chose et puis qu'on puisse montrer qu'à Audange, il y a de très très bons joueurs de foot, mais aussi de très bonnes joueuses de foot. Jérôme? Qu'on garde, qu'on garde surtout les sourires qui sont dans ce club-là et sans se prendre pour d'autres, en restant à bosser bien sûr, tout le club, parce que ça on en a besoin, sinon on peut pas arriver à des résultats, mais surtout qu'on garde cette bonne ambiance, cette bonne osmose. Voilà. Et à partir de là, le reste, ça suivra normalement. C'est l'essentiel, effectivement. Est-ce qu'il y a un message à faire passer, Justine, en termes d'appel pour des bénévoles, pour des joueuses, des futures recrues, ou est-ce que vous êtes au complet? On n'est jamais vraiment au complet, on a toujours besoin de joueuses, donc si jamais certaines sont intéressées pour nous rejoindre dans cette belle aventure, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. On sera ravis de les accueillir. Et vous avez cité tout à l'heure Claudio Manzano, on va citer aussi Patrick Poitvin, parce qu'on me l'a précisé, c'est l'entraîneur adjoint, c'est ça, Justine? Oui, tout à fait, c'est l'entraîneur adjoint et c'est un très très grand bénévole de cette association, donc bien évidemment que on pense à lui également. Et on salue tout le club d'Audange et on sera là pour le centenaire pour proposer un reportage dans cette émission d'LFNA TV. En tout cas, on remercie chaleureusement Jérôme et Justine d'avoir pris un petit peu de temps pour participer à l'émission. Merci beaucoup Jérôme, merci Justine. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. C'était Justine Dudez, capitaine de la toute nouvelle équipe féminine de l'ES Audange, mais également Jérôme Capdeville qui lui est entraîneur de l'équipe première de ce club d'Audange qui va fêter en juin prochain le centenaire du club. On embrasse évidemment tous les bénévoles, les joueurs, les dirigeants, les joueuses également de cette équipe d'Audange. LFNA TV, c'est désormais terminé. Vous pouvez revoir l'émission si vous en avez manqué une partie sur le replay, la page Facebook de la Ligue, la page YouTube, également sur notre site internet na.media. Toutes les émissions de Na TV sont disponibles en replay grâce à notre réalisateur Paul Maison-Regnault que je salue. Je salue également nos deux incontournables, nos reporters Florian Sabatier en Gironde, Toimi Nassiri du côté de la Charente. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve lundi prochain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, très bonne soirée et très bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas, évidemment, le foot, professionnel ou amateur, ça reste un jeu.